Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Call, aujourd'hui numéro 120. Et ouais, une dizaine de plus, ça fait plaisir à voir cette banque vidéo grossir jusqu'à, j'ose espérer, atteindre enfin cet objectif des 300 exercices pour proposer une banque assez conséquente à des gens en classe préparatoire CPGE, mais également agrégation CAPES. Bref, j'ose espérer que cela puisse servir à beaucoup de monde. Et donc, je tenais à vous remercier une nouvelle fois pour l'intérêt toujours plus grandissant que vous portez à la chaîne. Bref, attaquons donc ce nouvel exercice où nous allons étudier le comportement de certaines solutions à une équation du second ordre linéaire. L'énoncé précis du jour est donc le suivant, soit alpha un réel. On veut démontrer que les solutions qui sont C2, deux pi périodiques à l'équation différentielle suivante, sont soit toutes paires, soit toutes impaires. Cet exercice est un exercice qui peut plutôt s'attaquer en deuxième année de classe préparatoire et c'est un exercice en fait qui va terminer la suite d'exercices concernant les séries de Fourier. Il était enfin temps, je pense, de terminer cette série d'exercices qui comporte déjà beaucoup d'exercices dans le domaine. Et donc, je voulais terminer cette série avec une jolie application pour vous montrer que, un peu comme vous aimeriez résoudre des équations différentielles avec des développements en série entière, eh bien, on peut aussi, sans forcément résoudre entièrement l'équation, mais on peut aussi étudier des équations différentielles et des solutions qui seraient développables en série de Fourier. C'est un peu l'objectif donc de cet exercice, c'est de vous montrer l'intérêt d'utiliser les développements en série de Fourier. Je vous réfère, puisqu'on va en avoir besoin, aux exercices suivants, l'exode-call numéro 105, où nous avions développé le théorème de Dirichlet, qui vous permet d'établir, sous certaines conditions concernant la fonction u, que u de x va en effet être égal à son développement en série de Fourier, développement que je vais écrire de la manière suivante, a0 de u plus somme des... alors, que je ne le mette pas en numérateur parce qu'il n'y a pas de fraction, donc an de u cos kx plus... Alors, pourquoi j'ai mis un n alors que j'ai mis un k ici, tout va bien, donc nx, et bn de u sinus nx, avec n supérieur ou égal à 1 ici. Donc on a cette égalité-là à condition que la fonction u soit suffisamment régulière, notamment il faut que la fonction soit continue par morceaux et il faut qu'elle admette des dérivées à gauche et à droite en chacun des points. Ça, c'est les points importants pour pouvoir appliquer Dirichlet. Et là, bien sûr, ça va s'appliquer ici puisque la fonction est supposée C2. Et je rappelle également que A0 de U, alors normalement, jusqu'ici, je n'avais pas utilisé A0 de U, j'avais plutôt écrit A0 de U divisé par 2. Donc là, je vais changer un tout petit peu la convention pour que les calculs se fassent correctement et en fait colle avec un ancien exercice que je vais mentionner d'ici quelques instants. Mais donc le A0 de U, c'est 1 sur 2 pi. Donc c'est-à-dire que le 1 sur 2 qui devait apparaître dans la formule apparaît ici. Intégrale donc de moins pi à pi de f de t. C'est la valeur, là, c'est exactement la valeur moyenne de la fonction, là, donc de la fonction f supposée ici de pi périodique. Donc là, j'ai mis f, mais c'est u que je devrais mettre. Et an de u, c'est la même chose, mais on multiplie par un cos, et on ne divise pas par 2pi, on divise par pi. De f de t cosinus, donc nt. Et les bn, c'est 1 sur pi, même intégrale. J'ai encore mis un f, alors que c'est un u qu'il faut que je mette. Ça, c'est quand on a l'habitude de certaines notations, on ne peut pas s'empêcher de mettre le même nom pour la fonction. U de t sinus nt. Voilà. On a vu bien sûr qu'il y avait des interprétations en termes d'espace préhiversien. Je ne vais pas tout rappeler, hein, parce qu'on a déjà développé pas mal de choses sur les développements en série de Fourier. Donc voilà, on avait réussi à établir ce joli résultat. Juste, je rementionne ce petit changement de convention. On ne va pas écrire A0 sur 2, mais juste écrire A0 ici pour cet exercice. Donc, on a cet exercice de Dirichlet que je vous invite à aller jeter un coup d'œil, au minimum, au moins pour bien comprendre l'énoncé du résultat. Et puis, si ça vous intéresse, d'aller voir aussi une preuve de ce résultat. Et puis, on aura besoin également de l'exode-call numéro 114, où on a étudié la régularité de la convergence de la série donnée ici, donc la série de fonctions données par le développement en série Fourier de la fonction U. Je mentionne également que je vais avoir besoin de l'exode-call précédent,
Donc, je le mentionne dès maintenant, l'exode-code numéro 119. Je vous invite fortement à aller faire cet exercice ou au moins voir le résultat de cet exercice avant d'attaquer cet exercice. Donc voilà, ça ce sont toutes les références dont on va avoir besoin pour attaquer ce nouveau numéro de l'exode-code. Alors, je me permets aussi de faire un petit brin d'historique, puisque bon, cette équation différentielle du second ordre porte un nom bien particulier. Ça s'appelle l'équation de Mathieu. Et c'est un cas particulier d'une famille d'équations appelée équation de Hill. Donc si vous voulez, on va dire, hop, inclus dans les équations de Hill, qui s'écrivent U seconde plus F F fois U, on va dire, avec F qui est périodique. Et en fait, ces équations régissent certains phénomènes physiques, et là, en l'occurrence, les équations de Mathieu permettent de comprendre un petit peu mieux ce qu'il en est pour la physique des solides cristallins, et notamment cette équation-là régit les vibrations en fait de certains solides cristallins. Bon, après, je ne m'y connais pas davantage en physique, là j'ai fait un petit peu de devoir exprès pour vous, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil à ces équations de Mathieu et essayer d'en apprendre davantage. Mais voilà, pour juste vous dire que ces équations différentielles ont un sens physique. Et donc ça peut vraiment avoir un certain intérêt d'étudier ces équations différentielles et d'essayer de comprendre certaines de ces solutions. Ici, des solutions de pi périodiques, ça aussi, je pense que cela peut faire sens suivant le contexte qu'on est en train d'étudier. Bien, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. Je répète donc que cet exercice peut très bien se faire en deuxième année de classe préparatoire, à condition d'avoir quand même au minimum les backgrounds d'Exode-Call 105 et Exode-Call 114, puisque il faut avoir vu un petit peu des développements en série de Fourier. Et comme c'est pas tout à fait au programme maintenant de classe préparatoire, quand je dis pas tout à fait, c'est que je rappelle qu'il n'est pas impossible qu'on puisse vous proposer sous la forme d'un sujet concours, donc un grand sujet concours ou même DS, d'étudier en fait des fonctions de pi périodiques ou des fonctions juste périodiques, et de vous faire des calculs qui vous amènent à démontrer certaines convergences de séries ou de suites de fonctions, et qui vous amènent ensuite à en fait rétablir des résultats importants des développements en série de Fourier. Donc c'était aussi l'objectif de cette suite d'exercices, c'est essentiellement de vous proposer une suite d'exercices qui pourrait établir en fait un sujet concours, si vous voulez, et permettre de faire de la révision un peu plus approfondie sur certains domaines. Bien, je pense vraiment avoir dit tout ce qu'il fallait que je dise. Donc je vous invite dès maintenant à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Je pense que c'est un exercice assez sympathique à faire. Et je pense que c'est aussi un très bel exercice de clôture, puisque comme je vous l'ai dit, l'intérêt de cet exercice, c'est de vous montrer un petit peu, comme pour les équations, comme pour les résolutions, d'équations différentielles avec des développements en série de Fourier, en série entière, je veux dire, que en fait les développements en série de Fourier peuvent servir pour étudier certaines solutions d'équations différentielles, ou voire même carrément les résoudre totalement. Ici, on ne va pas vraiment pouvoir les résoudre totalement, mais on va pouvoir en fait établir ces résultats-là, qui sont en lien en fait avec l'exode-code numéro 119. Si vous avez jeté un coup d'œil, vous devriez vous dire ah oui, en effet, derrière d'avoir un gros lien. Bon, maintenant, il faut juste l'établir correctement. Donc on est parti pour une résolution de cet exercice. Et donc la résolution que je vais vous proposer, c'est tout bêtement, je vais utiliser le développement en série de Fourier de la fonction U, d'accord? Donc utilisons le développement en série de Fourier de U. Alors je rappelle que U est supposé C2, ce qui veut dire deux choses. D'une, l'égalité qui est écrite ici est vraie pour tout x réel, d'accord? Donc si je l'appelle 1, cette équation, donc 1, donc premièrement 1 est vrai. Car je rappelle, encore une fois, je le redis, il faut avoir normalement une fonction continue par morceau et qui admet des dérivés à gauche et à droite en tout point. Donc c'est ça qu'il faut avoir au minimum pour avoir cette formule, sachant que bien sûr, on fait attention à des cas de figure où normalement il y a des sauts, parce que quand on travaille avec des fonctions continues par morceau, là, on peut avoir des sauts. Nous, dans le cadre de l'exode-call 105, on avait étudié des fonctions juste continues, ce qui permettait d'éviter des problèmes avec les sauts. Bref. Et le deuxième point, c'est justement l'exode-call numéro 114. Donc ça, c'était la référence à l'exode-code numéro 105 et la référence à l'exode-code numéro 114 me permet de dire que la série de fonctions an cos nx
plus Bn sin nx. Donc cette série de fonctions, elle est convergente normalement sur R. Donc ça, c'est l'exode-call numéro 114 qui permet de le dire. En effet, dans l'exode-call numéro 114, il suffit que la fonction soit C1 pour pouvoir démontrer cette convergence normale. Et d'ailleurs, je vous avais aussi fait tout un blabla sur des cas de convergence uniforme ou convergence simple, suivant les hypothèses que vous posez concernant la fonction U qui est en jeu. Bien, donc nous avons ces quelques petits résultats qui me semblent assez importants, et donc notamment la convergence normale me permet d'assurer qu'en fait les coefficients de Fourier vont être convergents normalement, donc en valeur absolue même, et ça me permet notamment d'assurer aussi que la suite des AL et des BN sont des suites bornées. Donc là je peux affirmer grâce à ça, cela permet d'obtenir la bornitude des suites et AN et BN. Donc AN de U, hein, bien sûr, et BN de U. Je vais quand même essayer de garder les U un peu partout. Parce que ça va avoir un intérêt justement pour faire des liens avec les différents coefficients de Fourier qui peuvent intervenir. Bien, alors maintenant, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est qu'on peut constater que la fonction qui est en jeu doit être C infini, finalement, parce que là, on a dit C2, mais vous pouvez très vite constater que votre U seconde, à cause de l'équation qu'on vient d'écrire, doit être elle aussi C2. Donc par récurrence assez évidente, on peut vérifier qu'en fait U va être C infini. Donc, je vais écrire. Un peu comme on le fait je pense qu'on le fait très souvent ce truc-là, dès qu'on a une équation différentielle et qu'on donne une certaine régularité de la fonction, on peut s'assurer en fait que la régularité est encore plus grande que celle qu'on espérait. Donc là en fait, on peut carrément supposer que la fonction U est carrément C infini sur R. Donc par récurrence évidente, je pense que je n'ai pas besoin de développer tout ça, on a que U est C infini sur R. Ce qui signifie que U seconde admet aussi un développement scellé de Fourier qui est égal à la fonction elle-même, surtout R. Donc ça peut être important de le signaler. Et ça me permet donc de me lancer dans le calcul des coefficients de Fourier de U seconde. Alors justement, on va essayer de faire des liens sur les coefficients de Fourier qui vont apparaître dans ces formules-là. Et je vais commencer par faire le lien entre le coefficient de Fourier de U seconde avec le coefficient de Fourier de U. Alors oui, je l'ai dit à l'oral, je vais peut-être l'écrire quand même. Donc, cela implique que U seconde coïncide également aussi avec son DSF sur R. Et maintenant, je vais regarder les coefficients de Fourier. Donc, je vais regarder maintenant AN de U seconde et essayer de faire un lien avec AN de U. Et vous allez vite voir qu'en effet, ça va nous permettre d'établir une relation de récurrence sur la suite AN. Donc, AN de U seconde, bon, d'après la formule, donc là, je vais d'abord m'occuper plutôt de la formule pour n supérieur ou égal à 1, donc j'ai oublié de le préciser, mais ici, c'est valide pour n supérieur ou égal à 1. De toute façon, bon, c'est écrit dans la série. Donc, je vais d'abord m'occuper de celui-là, et en fait, le cas n égale 0 se fait tout à fait pareil, quoi. Donc, si je regarde AN de U seconde, bon, c'est peut-être un calcul qu'on a déjà fait auparavant, mais je me permets de le refaire parce que ça fait pas de mal. Donc, je me retrouve avec l'intégrale de moins pi à pi de U seconde de t cosinus nt. Et l'idée, c'est, si je veux faire un lien avec AN de U, c'est de faire des intégrations par partie. Et donc là, notamment, intégrer U seconde. Donc, je vais avoir 1 sur pi, U seconde, donc, tac. Donc là, U seconde va devenir U' de t. Et le cosinus, je vais chercher à le dériver. Donc, cos nt. Ok, moins pi à pi. Et donc la dérivée de cosinus, c'est moins sin, donc du coup moins sin, donc il va y avoir un moins qui va apparaître, moins moins plus. Et je vais avoir l'intégrale de moins pi à pi de U' de t sinus nt dt. Tac, tac. Là ici par 2pi, enfin oui, c'est ça, par 2pi périodicité, on peut s'assurer en fait que la valeur
en pi et en moins pi sont les mêmes, donc ça signifie en fait que ce crochet-là vaut 0. Il n'y a pas de question à se poser. Et donc, maintenant, je regarde cette intégrale-là et je refais une nouvelle IPP. Hop. Donc, si je refais une nouvelle IPP, je vais avoir un crochet U de t sinus nt à calculer en moins pi et pi. Et puis ensuite, je vais faire moins, attention, dérivée de sinus, c'est... Alors d'ailleurs, j'ai oublié un fois n, je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié. Donc il y a un fois n, ça serait peut-être mieux. Donc là, il y a un fois n que je peux faire sortir de tout le monde. Je vais en profiter. Hop, voilà. Et là, je redérive, donc du coup, j'ai encore un fois n qui intervient. Intégrale de moins pi à pi. J'étais en train de me dire pourquoi il n'y a pas de fois n. Normal, j'ai oublié. Cos nt. Voilà. Donc je m'en trouve avec ça. Encore une fois, le crochet vaut 0 soit par 2pi périodicité, soit par le fait que le sinus en des multiples de pi, ça fait 0. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Peu importe, ce crochet vaut 0. Et puis ensuite, on met le moins, le n en facteur. On a donc moins n carré. Et ce qu'on peut constater, c'est ce qui reste. Ce qui reste, c'est exactement an de u. D'ailleurs, au passage, on a redémontré que an de u', c'est en fait égal à bn de u. D'accord? Enfin, n fois bn de u. On a redémontré ça, ce lien de coefficient de Fourier. Donc on peut bien sûr écrire le lien juste sur les dérivés, puis après, une fois qu'on a les liens sur les dérivés, on conclut le lien sur les doubles dérivés. Donc très bien, là on vient d'établir proprement le lien entre an de u seconde et an de u. Je vais maintenant effacer et juste garder le résultat final. N'hésitez pas à faire des pauses ou à faire demi-tour pour checker certains calculs si besoin. Donc là, on a réussi à conclure que an de u seconde, c'est moins n carré an de u. Ok. De la même manière, je ne vais pas faire le calcul, on peut démontrer que bn de u seconde, c'est moins bn, enfin moins n carré bn de u, moins n carré bn de u. Pareil, je ne l'ai pas fait pour n égale 0, mais on peut vérifier que pour n égale 0, ça marche aussi, il n'y a pas trop de problème. Bref, qu'est-ce que je peux ajouter pour l'instant? Alors, je suis en train de me dire que j'ai peut-être dit un truc un peu rapide. Donc non, en effet, an de... doucement. Donc le A0 de U seconde, en fait, le problème, c'est que quand vous allez dériver ici, le A0 de U va donner 0. Donc je suis allé un peu vite. Donc excusez-moi, je me rattrape. Le résultat est vrai ici tant que n est supérieur ou égal à 1. Et là aussi, tant que n est supérieur ou égal à 1. Ouais, je vais faire un petit peu attention. Parce que A0 de U, bien sûr, il dégage, parce que c'est une constante. Donc dès que je dérive, il n'y a même plus de lien. En fait, il faut juste dire que A0 de U seconde, ça fait 0. Je peux pas dire mieux que ça. Bien, donc j'en arrive à ces relations-là, et maintenant je vais regarder une autre relation, c'est qu'est-ce qui se passe quand je multiplie par cosinus. Donc, parce que dans la formule là, de l'équation différentielle, je vois 2 cosinus u de x. J'aimerais bien voir qu'est-ce qui se passe quand je fais ce genre d'opération. Et pour répondre à ça, il suffit de se rappeler, se rappeler de certaines formules trigonométriques. Et donc là, notamment, de se rappeler qu'est-ce que ça fait 2 fois cosinus x, cosinus nx. Et si on connaît bien ces formules trigonométriques, on devrait se rappeler que ceci, c'est la même chose que cosinus de... donc là, c'est cos, hein, cosinus de n plus 1 x plus cosinus de n moins 1 x. Et donc vous voyez qu'en multipliant par 2 fois cos x, ce qui va se passer, c'est qu'on va être envoyé vers les coefficients, donc le coefficient an, si vous voulez, va être envoyé vers le coefficient an plus 1 et le coefficient an-1. Et donc c'est ça la relation qu'on va obtenir ici pour la suite an, c'est que, donc je vais l'écrire, donc ça va impliquer que si je regarde an de 2 fois cos fois u, eh bien ça va faire... donc là je l'ai fait en n et j'ai vu que ça renvoyait sur les coefficients qui sont au-dessus et en dessous. Donc là si je veux regarder le n pour celui-ci, il faut que je regarde celui d'en dessous et l'ajouter, donc je vais me retrouver avec an-1 de u, et puis celui du dessus qui est descendu, il va falloir aussi ajouter, donc an plus 1 de u. Pas très difficile, hein, je vous invite à réécrire, en fait, utiliser cette formule et la réécrire ici, vous allez voir, ça colle tout de suite. Par unicité, bien sûr, du développement en série de Fourier, hein, aussi, il y a ça qui rentre en jeu.
Bien, et puis on peut refaire la même chose avec sinus, 2 fois sinus, cosinus x, pardon. Donc c'est toujours fois cosinus x. Hop. 2 fois cos x fois sinus de nx. On peut essayer de voir ce que ça donne. Donc si je fais ça, ça va me donner quoi? Eh bien, ça va me donner, donc là, c'est un cos fois sin. Donc pour avoir un cos fois sin, il faut faire sinus de n plus 1 x. Et là, la question, c'est est-ce que c'est un plus ou c'est un moins? Alors techniquement, je pense que c'est un plus. Normalement, ça doit être un plus. Il faudrait s'en assurer. Mais en fait, c'est à cause du moins qui intervient ici. Là, ici, quand je vais développer, je vais me retrouver avec sinus nx cosinus x plus sinus x cosinus nx. Tandis que ici, je vais me retrouver avec sinus nx cosinus x. Donc là, j'additionne. Moins, à cause du moins, sinus x cosinus nx. Je vous invite à le développer par vous-même et vous allez constater qu'en effet, ça redonne encore une fois une somme. Et par conséquent, on a aussi la relation suivante. Bn de 2 fois cos fois u, c'est égal à Bn-1 de u plus Bn plus 1 de u. Alors maintenant, la question que vous pourriez vous poser, c'est ouais, là je suis en train de faire n plus 1, n-1. n plus 1, c'est pas gênant, mais n-1, on est en train de travailler avec des entiers naturels. Donc a priori, n-1, c'est peut-être un peu embêtant. Alors en vrai, ça n'est pas tant que ça, à condition qu'on utilise des symétries sur les coefficients. Donc là, celui-ci peut ne pas gêner à condition que je considère que A-1, c'est la même chose que A1. Et en effet, quand je fais sur A0, donc A0 c'est la constante, et que je multiplie par cosinus, tout le A0 va être envoyé en cosinus x par exemple. Et donc c'est bien la même chose, à cause du x2, c'est bien la même chose que avoir fait une fois A0 cos x, plus une autre fois A0 cos x, et donc ça revient bien à A-1 et A1, quoi. C'est vraiment, ça marche bien, même pour n entier relatif, la relation que je viens d'écrire convient, à condition qu'on fasse, comme je l'ai dit, l'identification. Donc en fait, on peut très bien, les formules que je viens d'écrire, je vais enlever l'argument d'unicité, les formules que je viens d'écrire peuvent être valides, donc valide, pour n dans z en posant a moins n de u égale a n de u et b moins n de u égale moins bn de u. En gros, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe si je regarde sinus de moins nx? Le moins va sortir par parité, donc ça me permet de dire que le coefficient, le lien des coefficients est le suivant. Et pareil pour cosinus de moins nx, ça va donner cosinus de nx, donc ça signifie qu'on a le lien suivant sur ces coefficients-là. Si j'ajoute ces liens-là, alors les relations que je viens d'écrire sont encore valides. Je vous laisse le soin de vous-même vérifier qu'en effet tout fonctionne, mais je vous assure que voilà, je peux très bien poser ce genre de choses et conclure encore une fois que la relation que j'ai décrite a un sens en fait dans Z. Et donc je suis content, j'ai ma relation dans Z. Alors une autre solution aurait pu, je vais peut-être en parler plus tard, mais une autre solution par rapport à tout ça, ça aurait pu être de dire, bon ok, pour l'instant on va dire ce qui se passe en 0 et on va voir un petit peu ce qui se passe derrière. Sauf que pour établir la relation de récurrence qui m'intéresse, ça va être un petit peu plus ardu. On aurait la relation de récurrence qu'on veut quasiment partout, sauf en ce point 0, mais il faudrait faire plus de travail, quoi. Je pense que le travail, en fait, se cache par rapport à une autre façon de faire un développement en série de Fourier. On aurait très bien pu faire un développement en série de Fourier en faisant intervenir des exponentielles complexes. Voilà. Donc c'est ça qui se cache derrière. On aurait pu dire, ok, les formules de l'air et tout ça nous permettent de nous ramener à une formule avec des exponentielles complexes, et avec ces exponentielles complexes, écrire ce qui se passe pour les coefficients. Et dans ce cas-là, on n'aurait même pas besoin de regarder la parité, puisque là, les coefficients sont forcément indicés par des entiers relatifs, étant donné que, pensez à vos formules de l'air, et vous voyez tout de suite, en effet, qu'on peut avoir n positif ou négatif. Voilà. Donc, ça ferait un peu plus sens si j'avais travaillé avec des exponentielles complexes. Mais je vais en parler à la fin, je vais en reparler à la fin, parce que ça permettrait normalement de généraliser un petit peu le résultat que nous avons ici. C'est juste que comme on a fait des développements en série de Fourier dans le cas réel jusqu'à maintenant, je vais pas trop me permettre de vous introduire les nombres complexes comme ça de but en blanc. Je pense que c'est un peu abrupt.
Bref, alors je viens d'effacer un truc que j'aurais peut-être pas forcément dû. Donc je vais le réécrire, moins n carré bn de u. Et donc, bah, on peut maintenant établir une relation sur les coefficients de Fourier. Et cette relation, bah, ça va être exactement la relation que je veux, qui va être issue de l'exotocole numéro 119. Donc encore une fois, par unicité du développement en série de Fourier, on a la chose suivante. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je reprends mon équation, puis je remplace par le calcul en AN. Ok. Donc si je fais AN de cette fonction qui est ici, bon bah par linéarité de l'intégrale, bien sûr, les sommes et tout ça se comportent très bien avec ce que je veux. Donc là, je vais me retrouver en fait avec moins n carré AN de U. Ensuite, j'ai alpha fois U de X, donc ça va devenir plus alpha AN de U. Et ensuite, je vais avoir un moins, et ensuite, j'utilise la formule pour les deux cos U, donc moins AN moins 1 de U, moins AN plus 1 de U, égale 0. Donc cette relation est valide pour tout n dans Z. Et on change un tout petit peu la formule en en enlevant un maximum de moins dans l'affaire et en mettant en facteur ce qu'il faut. Donc ceci est équivalent à dire que n carré moins alpha, AN de U, plus AN moins 1 de U, plus AN plus 1 de U, est égal à 0. Et bien sûr, on a la même relation pour les Bn. Donc de même, n carré moins alpha Bn de U, plus Bn moins 1 de U, plus Bn plus 1 de U égale 0. Et c'est là où la question de parité que nous avons posée ici va entrer en jeu. Car en effet, là maintenant, on peut utiliser le résultat de l'exotocole numéro précédent, donc l'exotocole numéro 119, pour dire que l'espace, donc je vais l'écrire, d'après l'exotocole numéro 119, l'espace, donc le C espace vectoriel normalement, mais je peux écrire aussi R espace vectoriel, c'est pas gênant. Donc le R espace vectoriel des suites CN, ouais, bon, je vais l'écrire étoile. Voilà. Donc des suites CN bornées vérifiant la relation étoile et unidimensionnelle, donc et au plus unidimensionnelle, ouais, est au plus unidimensionnelle, oui, et si cet espace est de dimension égale à 1, alors soit toutes les suites sont paires, soit elles sont toutes impaires. Donc ça, c'était le résultat de l'exotocole précédent. Et donc maintenant, bah, si je l'applique, si la dimension de l'espace est nulle, bon, bah, il n'y a plus de question à se poser. Ça veut dire qu'il n'y a aucune suite non nulle qui vérifie la relation que j'ai écrite là. Ça veut alors dire que tous les AN de U et les BN de U sont nuls. Et donc ça veut dire que la fonction est nulle. Et donc bah, on est en effet dans un cas où soit toutes les fonctions sont paires, soit toutes les fonctions sont impaires. J'exclus pas forcément la possibilité d'être les deux en même temps, hein, bien sûr. Mais là, ici, on est bien dans un cas où on peut dire que toutes les fonctions sont paires ou toutes les fonctions sont impaires. Pas un problème. Maintenant, si la dimension est égale à 1, et c'est là où ça va devenir plus intéressant, on a vu que donc soit toutes les suites sont impaires, soit toutes les suites sont paires. Donc si toutes les suites sont paires,
Ben, ça veut dire que Bn de U, c'est forcément nul, puisque Bn est impair. Alors, Bn de U égale 0 pour tout n dans Z, étant donné que cette suite-là est impaire. Et donc, par conséquent, si on regarde la tête de la fonction qu'on obtient, c'est juste une combinaison R linéaire de fonctions cosinus. Donc c'est terminé. Ça veut dire que la fonction, en effet, est paire. Et donc plus précisément, toutes les fonctions U qui vérifient la propriété qu'on veut sont paires. On n'a pas le choix. Si par contre, même phrase, on remplace par paire, on remplace paire par impair, alors dans ce cas-ci, on va finir par avoir que AN de U est égal à 0, puisque AN est une suite paire. Donc ceci va impliquer alors que U doit être impair. Et donc ça veut dire que toutes les fonctions solutions à cette équation différentielle qui sont 2π périodiques vont être toutes impaires. Puisqu'elles vont être, en fait, si je devais être un tout petit peu plus précis, on pourrait dire que toutes les suites vont être collinaires à toutes les suites vont être collinaires à la suite AN pour le premier cas. Et donc si je remplace, ça veut dire qu'on se retrouve avec à collinéarité près la même fonction U qui est supposée paire. Pareil ici, à collinéarité près, on se retrouverait avec la même fonction U qui serait obtenue impaire dans l'autre cas. Et voilà, ceci conclut l'exercice. Je vous rappelle que notre but était de montrer que soit toutes les fonctions qui vérifient la propriété sont paires, soit toutes les fonctions sont impaires. Donc ceci permet donc de conclure le résultat escompté. Donc voilà, c'était un très joli exercice. Enfin, en tout cas, j'espère que cela vous a plu. Donc, je vais me permettre d'aller un tout petit peu plus loin. Comme je vous ai dit il y a quelques instants, on aurait pu étudier en fait le développement en série de Fourier dans le cadre complexe et faire intervenir des exponentielles INX. Ça aurait pu être un autre choix. Dans ce cas-là, le développement en série de Fourier s'écrirait Cn fois exponentielle de INX avec n indicé dans Z cette fois-ci. Et les Cn, il faudrait faire un tout petit peu attention à leur définition. Il faudrait faire intervenir des intégrales avec des conjugués. Et en fait, le problème, c'est que ça ferait intervenir donc les produits hilbertiens, enfin pré-hilbertiens et hilbertiens. Et donc, quand je dis ça, ça veut dire que au lieu de faire un produit scalaire usuel, donc ça serait l'intégrale de f de t, g de t, c'était celui que nous avions étudié au tout début de la suite d'exercices, il aurait fallu faire intervenir plutôt une intégrale de f de t fois conjuguée de g de t, avec des fonctions qui vont de R vers C. Et là, on aurait réussi à réétablir tous les résultats que nous avons établis. Donc, bien sûr, il y aurait quelques difficultés quand même sur certains points, mais en vrai, on aurait pu réétablir tous les résultats de développement en série de Fourier dans ce cadre-là. Et donc, dans cet exercice-là, on peut préférer étudier plutôt le DSF complexe. Et à la fin, ça aurait fait totalement sens au moment où j'ai commencé à faire intervenir les indices n dans z. Ça aurait fait totalement sens, vous auriez dit, bon ok, c'est normal parce qu'on est en train de travailler dans z. Là, ça l'était un peu moins, mais on peut quand même se permettre de faire ça parce que, comme je l'ai dit, il y a cette identification par parité ou imparité des fonctions cosinus et sinus. Donc grâce à ça, on peut vraiment faire l'identification et cela fait totalement sens par rapport aux calculs qui suivent. Un autre truc, c'est que, en effet, si j'avais fait du DSF complexe, alors dans ce cas-là, je peux généraliser un petit peu le résultat que nous avons démontré aujourd'hui, puisque en fait, l'Exode numéro 119, on travaillait avec alpha complexe, et on avait vu que les suites qui vérifient cette relation suite complexe, c'était aussi unidimensionnel, en plus unidimensionnel. Donc ça signifie alors que vous auriez conclu que toutes les fonctions sont soit paires, soit impaires. Alors bien sûr, ça fera intervenir des coefficients complexes, mais ça, c'est pas forcément le problème par rapport à la parité. C'est surtout ce qui se passe vis-à-vis des cosinus et sinus qui importe davantage. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'on aurait pu généraliser un petit peu l'exercice en travaillant alpha complexe, en travaillant U, une fonction C2 qui va de R vers C, et avec le même genre d'équation, on aurait conclu que soit toutes les fonctions sont paires, soit toutes les fonctions sont impaires. J'ai juste fait un choix tactique qui était de plutôt vous proposer du développement en série de Fourier réel. Et cela apporte quelques contraintes, bien sûr, et ça en a apporté tout au long de la suite d'exercices sur les développements en série de Fourier. Mais ces contraintes, je pense, sont justifiées parce que je voulais essayer d'être au plus proche du programme de classe préparatoire grandes écoles. Et donc, je pense au plus proche de ce qu'on pourrait vous proposer dans un sujet concours, tout simplement.
Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire concernant cet exercice. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!